vous naissez en France. Vous parlez français. Vous avez une carte d'identité. Et pourtant, on vous pose encore la question la plus violente de toutes. Tu viens d'où, vraiment? Depuis les années 1980, la citoyenneté française n'est pas seulement un statut. C'est une épreuve. Un test silencieux, répété, qui ne dit pas son nom. À l'école, la République promet d'émanciper. Mais elle encadre aussi les signes, les vêtements, les appartenances, au nom de la laïcité. Dans la rue, l'espace public est censé être le même pour tous. Mais il peut devenir un théâtre de soupçons, de contrôles, de preuves à fournir. Dans les quartiers populaires, la question n'est pas seulement sociale. Elle devient politique. Qui est protégé comme citoyen, et qui est géré comme problème? En 2005, tout explose après la mort de 2 adolescents à Clichy-sous-Bois. En 2023, ça recommence après la mort de Naël à Nanterre. Puis vient la peur. Le terrorisme frappe en 2015. Et la France bascule dans un régime d'exception, prolongé par la loi. Quand l'État se durcit, la citoyenneté se resserre. Elle cesse d'être seulement un droit, et commence à ressembler à une condition. En 2021, la République renforce ses principes, et demande des engagements. En 2024, la loi immigration devient un autre champ de bataille. Alors la question de ce film est simple, et elle dérange. Dans la France contemporaine, être citoyen, est-ce encore une promesse universelle? Ou est-ce devenu une citoyenneté sous condition, surtout quand on porte l'héritage colonial et l'histoire de l'immigration? Pour comprendre le citoyen français contemporain, il faut partir d'un basculement discret. Au début des années 1980, la France ne débat plus seulement de l'immigration comme d'un flux. Elle débat de l'installation, des enfants nés ici, et de la place de ceux qui restent. C'est aussi une époque où certains quartiers deviennent des symboles. Pas seulement de pauvreté, mais de distance politique. On parle de « banlieue », et ce mot finit par désigner autant une géographie qu'une suspicion. Face à ces fractures, l'État invente et renforce progressivement ce qu'on appellera la politique de la ville. Des mesures existent dès les années 1970 et 1980, bien avant un ministère dédié. Puis, en 1983, un signal retentit. La marche pour l'égalité et contre le racisme traverse le pays et arrive à Paris. Elle naît dans un climat de violence, de tensions policières, et d'exigence de reconnaissance. Dans le même temps, un autre signal monte, dans l'autre sens. L'extrême droite gagne une visibilité nationale, et l'immigration devient un marqueur électoral durable. À partir de là, la citoyenneté française se retrouve prise dans une double mécanique. D'un côté, le récit républicain promet un citoyen abstrait, égal, libéré des appartenances. De l'autre, la société vit des expériences concrètes qui ne sont pas distribuées également. Et c'est là que naît la construction conflictuelle. Parce que la République ne se contente pas de donner des droits. Elle fabrique aussi une norme. Elle dit « Tu es citoyen si tu entres dans le cadre commun ». Et, de plus en plus, la question devient « Qui définit ce cadre, et qui paye le prix de l'écart ?» Ce contexte explique pourquoi, à partir des années 2000, chaque crise rallume la même dispute. La laïcité devient un terrain de bataille autour de l'école et des signes visibles. Les banlieues deviennent le lieu où l'égalité est mise au procès, parfois par l'explosion. Le terrorisme transforme l'équilibre entre liberté et sécurité, et l'état d'urgence installe l'idée d'exception durable. Puis les années 2020 remettent l'intégration et l'immigration au centre, avec de nouveaux outils juridiques et de nouvelles lignes rouges. Voilà le décor. Une république qui promet l'universel. Et une société qui renvoie certains citoyens à une question intime et politique. Es-tu vraiment des nôtres, ou seulement légalement ici? Derrière les crises visibles, il y a des causes lentes. Elles travaillent la France pendant des décennies. Elles transforment la citoyenneté en champ de bataille, même quand personne ne prononce le mot. Première cause. Le modèle républicain français repose sur une promesse magnifique. L'universel. Un citoyen abstrait, égal, sans étiquette, sans communauté officielle. Mais ce modèle a un point fragile. Quand la société vit des inégalités concrètes, l'abstraction ne protège pas. Elle peut même devenir une arme. Parce qu'elle permet de dire « Si tu souffres, ce n'est pas un problème public, c'est un problème individuel. » Deuxième cause. La France porte une histoire coloniale,
puis une histoire post-coloniale. Et depuis les années 1980, cette histoire revient à l'intérieur du pays. Pas sous forme de mémoire apaisée, mais sous forme de vie, de quartier, de trajectoire, et de regards soupçonneux. La marche pour l'égalité de 1983 est précisément un moment où cette tension devient nationale. Des jeunes issus de l'immigration, souvent marqués par les violences et les discriminations, marchent pour demander une reconnaissance réelle. Autrement dit, ils ne demandent pas seulement des papiers. Ils demandent une appartenance. Troisième cause. L'assimilation est restée, en France, l'horizon implicite. On ne vous demande pas seulement de respecter les lois. On vous demande de ressembler au récit national. Et quand on n'y ressemble pas, on a l'impression d'être toujours en examen. Quatrième cause. L'école et la laïcité deviennent des lieux où la République se rend visible. Et quand la République se rend visible, elle devient aussi contestable. La loi de 2004 encadre le port de signes ou tenues manifestant ostensiblement une appartenance religieuse à l'école publique. Pour les uns, c'est une protection de la neutralité et de l'émancipation. Pour les autres, c'est une frontière qui touche toujours les mêmes corps, et toujours les mêmes familles. Cinquième cause. La ségrégation sociale et territoriale produit une citoyenneté à deux vitesses. Parce que l'égalité n'est pas seulement une phrase. Elle est un accès. Accès à l'emploi, à la mobilité, à l'école valorisée, au logement digne, au calme, au respect ordinaire. Quand ces accès se concentrent ailleurs, la citoyenneté se vide de sa substance. Sixième cause. La police et le maintien de l'ordre deviennent, dans certains quartiers, le visage quotidien de l'État. Alors la citoyenneté se vit moins comme protection, et plus comme confrontation. Les émeutes de 2005 montrent jusqu'où peut aller cette rupture symbolique entre une partie de la jeunesse et l'État. Et celle de 2023, après la mort de Naël, prouve que la question n'a pas disparu. Septième cause. La peur transforme le contrat politique. Après 2015, l'état d'urgence est prorogé et renforcé, et l'idée d'exception s'installe dans le langage de gouvernement. Or, quand l'État gouverne par l'exception, la citoyenneté se resserre. Elle cesse d'être un socle tranquille. Elle devient une zone conditionnelle. Huitième cause. Dans les années 2020, la République cherche à réaffirmer ses principes par le droit. La loi de 2021 confortant le respect des principes de la République formalise une logique d'engagement, de contrôle, et de cadre commun renforcé. Et la loi immigration de janvier 2024 devient un nouvel épisode de ce durcissement, tout en étant partiellement censurée par le Conseil constitutionnel. Voilà le cœur du conflit. La France veut un citoyen universel. Mais elle vit une société traversée par l'héritage colonial, l'immigration, les inégalités, et la peur sécuritaire. Alors, sans l'avouer, elle produit une citoyenneté sous conditions. Conditions de conformité. Conditions de discrétion. Conditions d'acceptabilité. Il faut un moment où la tension cesse d'être un débat, et devient un fait. Ce moment, c'est l'automne 2005. Le 27 octobre 2005, à Clichy-sous-Bois, Ziebena et Bouna Traoré meurent dans un poste électrique, après avoir cherché à échapper à un contrôle de police. En quelques jours, la colère se propage. Et la France découvre, en direct, qu'une partie de sa jeunesse ne se sent plus traitée comme un citoyen, mais comme un suspect permanent. Ce n'est pas seulement une émeute. C'est un procès de l'égalité. Un procès de la promesse républicaine face à la réalité territoriale et sociale. À partir de là, tout se reconfigure. La question n'est plus seulement un comment intégrer. La question devient un comment tenir. Et c'est précisément ici que la citoyenneté commence à ressembler à une condition. Parce que, quand l'État se sent défié, il répond rarement par le doute. Il répond par le cadre, par la norme, par le contrôle. La même logique va réapparaître, sous d'autres formes, à chaque nouvelle secousse. À l'école, avec la laïcité encadrée par la loi de 2004. Dans l'espace public, avec le basculement sécuritaire après 2015 et la prolongation de l'état d'urgence. Dans les années 2020, avec la réaffirmation juridique des principes de la République et un durcissement des débats sur l'immigration. Et en 2023, quand Naël est tué à Nanterre lors d'un contrôle routier, la fracture redevient nationale, comme un écho brutal à 2005. Les suites judiciaires montrent à quel point l'affaire reste un point de tension politique majeur dans la France d'aujourd'hui. Voilà l'étincelle. 2005 ne crée pas le conflit.
2005 révèle le conflit. Et, après 2005, la citoyenneté n'est plus seulement une idée. Elle devient une ligne de front. Séquence une année 1980. La demande de reconnaissance entre dans la scène nationale. La France bascule d'un débat sur l'entrée à un débat sur la place. On ne parle plus seulement de travailleurs immigrés. On parle de leurs enfants, nés ici, scolarisés ici, français dans la vie quotidienne. En 1983, la marche pour l'égalité et contre le racisme oblige le pays à regarder une réalité simple. On peut être français sur le papier, et pourtant traité comme étranger dans le regard social. Dès cette époque, un conflit se dessine. La République veut un citoyen abstrait. La société renvoie certains citoyens à une origine supposée, comme une étiquette permanente. Séquence de 1990-2004. L'école et la laïcité deviennent une frontière. L'école est le lieu où la République fabrique le citoyen. Donc c'est aussi le lieu où la République impose sa norme. En 2004, une loi encadre les signes religieux ostensibles dans les écoles publiques. Pour ses défenseurs, c'est la neutralité qui protège, et l'école qui émancipe. Pour ses critiques, c'est une neutralité vécue comme asymétrique, parce qu'elle touche toujours les mêmes corps, et les mêmes familles. À partir de là, la citoyenneté n'est plus seulement un statut. Elle devient une question de visibilité. Ce que tu portes, ce que tu montres, ce que tu dois effacer pour être invisible comme citoyen. Séquence 3 2005. La rupture territoriale quand l'égalité est mise au procès. En 2005, la colère des banlieues n'est pas un simple fait divers. C'est une accusation collective. Elle dit que l'égalité républicaine ne se vit pas pareil partout. Et que dans certains quartiers, le contact le plus fréquent avec l'État n'est pas l'école, ni le service public, mais le contrôle. Cette rupture s'enracine dans une réalité sociale et spatiale. La ségrégation et les écarts de niveau de vie sont massifs entre certains espaces urbains. Alors la citoyenneté se met à ressembler à une géographie. Ici, on est un citoyen protégé. Là, on est un citoyen soupçonné. Séquence 4 2010. L'espace public entre libération, contrôle et identité. En 2010, une loi interdit la dissimulation du visage dans l'espace public. L'État affirme défendre la dignité, la sécurité, et un vivre ensemble lisible. Les opposants y voient une manière de gouverner les signes, au risque de transformer des pratiques minoritaires en enjeu national permanent. Dans le même mouvement, le débat public se polarise. On ne discute plus seulement de droit. On discute d'appartenance. Et la question implicite devient plus dure. Qui est citoyen, et qui doit prouver qu'il mérite de l'être? Séquence 5 2015-2024. L'ère de la peur et du droit à la citoyenneté sous condition. 2015 marque un tournant. Le terrorisme frappe, et la priorité politique devient la sécurité. L'état d'urgence est instauré, puis prolongé, et l'exception s'installe dans la durée. Quand l'État gouverne dans l'urgence, la citoyenneté change de texture. On accepte plus facilement la surveillance, le contrôle, l'idée que la liberté doit s'effacer pour protéger. Mais cette logique a un coût. Parce que l'exception ne tombe pas toujours de manière égale sur tous les citoyens. Dans les années 2020, la République durcit encore le cadre. La loi de 2021 confortant le respect des principes de la République renforce l'arsenal juridique autour des associations, de l'école à domicile, et de la logique d'adhésion aux principes républicains. Puis arrive la loi immigration de janvier 2024, immédiatement marquée par une censure importante du Conseil constitutionnel. Et pendant ce temps, la question des contrôles d'identité et du profilage reste un sujet documenté, discuté, contesté, avec l'idée d'un problème structurel qui abîme la relation police-population. À ce stade, on voit la mécanique complète. Une promesse universelle, magnifique, répétée comme un credo. Et une réalité où certains citoyens vivent la citoyenneté comme une audition permanente. Pas seulement être en règle. Être acceptable. Être discret. Être compatible. Première conséquence. La citoyenneté devient une expérience inégale. Sur le papier, tout le monde est égal. Dans la rue, dans l'emploi, dans le logement, certains vivent l'égalité comme une promesse lointaine. Quand une partie de la population se sent testée, la confiance civique s'effrite. Et sans confiance, le citoyen cesse d'être un acteur. Il devient un corps à gérer. Deuxième conséquence. La République se met à gouverner par le symbole. Une loi,
un vêtement, un mot, un principe, deviennent des champs de bataille. La laïcité, par exemple, n'est plus seulement une idée d'émancipation. Elle devient pour beaucoup une frontière vécue, parce qu'elle touche l'intime et le visible. Troisième conséquence. Les crises sécuritaires changent le contrat. Après 2015, l'état d'urgence et ses prolongations installent l'idée qu'une partie des libertés peut être suspendue au nom de la protection. Et quand l'exception devient familière, la citoyenneté se resserre. Elle ne ressemble plus à un socle. Elle ressemble à une autorisation conditionnelle. Quatrième conséquence. Les quartiers populaires deviennent un miroir brutal de l'État. Quand le contact le plus fréquent avec la puissance publique passe par le contrôle, la citoyenneté se vit comme friction. Et ce sujet n'est pas seulement émotionnel. Il est documenté, contesté, judiciaire, politique. Cinquième conséquence. Le débat public se polarise. Deux récits se font face et ne se parlent plus. Le premier dit: la République protège l'universel et refuse les appartenances qui divisent. Le second dit: l'universel devient un langage qui masque des asymétries très concrètes. Et au milieu, l'idée de citoyen se transforme. Ce n'est plus seulement avoir des droits. C'est d'être reconnu comme légitime. C'est d'être cru quand on dit qu'on appartient. Maintenant, les limites. Parce que le tableau n'est pas univoque. Première limite. La République possède encore des garde-fous. Le Conseil constitutionnel rappelle qu'on ne peut pas tout faire au nom de l'urgence ou de l'identité. En janvier 2024, sa décision sur la loi immigration censure de nombreuses dispositions, notamment pour des raisons de procédure et de constitutionnalité. Deuxième limite. Le droit continue de produire des contre-pouvoirs. Des institutions indépendantes, comme le Défenseur des droits, mettent des mots sur les pratiques qui abîment la relation civique, au lieu de les réduire à des impressions. Troisième limite. La promesse républicaine n'est pas morte. Elle est même la raison pour laquelle le conflit est si violent. Parce que tout le monde, au fond, sait ce que devrait être un citoyen. Et c'est précisément pour cela que l'écart est insupportable. Résultat. La France contemporaine ne manque pas de citoyenneté. Elle manque d'une citoyenneté vécue comme évidente. Et tant que certains devront prouver qu'ils sont vraiment dedans, la République restera en dispute avec elle-même. Depuis les années 1980, la citoyenneté française a changé de visage. Pas dans les textes, mais dans l'expérience vécue. La République continue de parler la langue la plus ambitieuse qui soit. L'universel. L'égalité. La liberté. La fraternité. Et pourtant, dans le même pays, certains citoyens apprennent très tôt une autre grammaire. La grammaire du doute. La grammaire du regard. La grammaire du contrôle. La grammaire de la preuve. Le conflit n'est pas un accident. Il est le résultat d'une collision. D'un côté, une république qui veut fabriquer un citoyen abstrait pour protéger l'égalité. De l'autre, une société marquée par l'héritage colonial, les trajectoires migratoires, et des inégalités qui rendent l'abstraction insuffisante. Alors la citoyenneté devient un paradoxe. Elle promet l'émancipation. Mais elle peut exiger l'effacement. Elle ouvre des droits. Mais elle peut demander une conformité. Elle dit tu es des nôtres. Mais elle laisse certains entendre prouve-le encore. Et c'est là que naît l'idée la plus dangereuse pour un pays démocratique. Une citoyenneté à deux vitesses. Pas forcément dans la loi. Dans la sensation quotidienne d'être protégé, ou d'être surveillé. Le plus tragique, c'est que ce conflit utilise les mots de la République elle-même. La laïcité, l'école, l'ordre public, la sécurité, l'intégration. Les uns les brandissent comme des boucliers. Les autres les reçoivent comme des frontières. Mais le plus important, c'est ceci. Si le conflit est si brûlant, c'est parce que la promesse reste vivante. On ne se bat pas autant pour une promesse morte. On se bat parce qu'on y croit encore. La question n'est donc pas de choisir entre deux caricatures. Une république pure, et une société ingrate. Ou une république oppressive, et des citoyens irréconciliables. La vraie question est plus simple, plus dure, plus française. Comment garder l'universel sans nier les vies réelles? Comment protéger la neutralité sans fabriquer de l'humiliation? Comment défendre l'égalité sans demander à certains de payer le prix de la tranquillité des autres?
Parce qu'au fond, un citoyen n'est pas seulement quelqu'un qui a des papiers. C'est quelqu'un qui n'a plus besoin de prouver qu'il appartient. Et tant que cette preuve restera demandée, la République restera en dispute avec elle-même. Pas contre ses ennemis. Contre son propre idéal.